Renacast. Il n'y a pas 36 000 solutions, il faut passer à l'action. Il vaut mieux en avoir peu et bien les maîtriser que d'en avoir plein et de s'éparpiller. Et le plus gros défi au final, ça a été de trouver ce que je voulais faire vraiment et ce que j'aime faire. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Comment transformer son expérience en entreprise et en business freelance florissant? Laurie nous partage son déclic et les clés pour réussir sa transition du salariat à l'entrepreneuriat. Bonjour Laurie et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Bonjour, merci Nicolas. Avec plaisir, tu as répondu hyper rapidement. Alors c'est ce qui peut peut-être te définir tout de suite pour les gens qui ne te connaissent pas. Je t'ai posé la question via LinkedIn, je t'ai interpellé et dans les quelques minutes après t'avoir interpellé, tu as répondu. Alors, en termes de réactivité, je crois que je n'ai encore jamais vu aussi rapide. Donc, merci beaucoup. Si tu es comme ça avec tous tes clients, c'est juste impressionnant. Et je vais te demander forcément comment tu fais après. C'est clair. Alors, avant de commencer, si tu le souhaites, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, veux-tu te présenter ? Oui, bien sûr. Moi, c'est Laurie, j'ai 27 ans. Je suis originaire de La Rochelle, où d'ailleurs j'habite actuellement. Et puis, je suis consultante en marketing stratégique. J'ai un peu plus de 6 ans d'expérience en marketing et communication, dont au final 4 ans passés en tant que salariée dans divers secteurs et diverses boîtes. Et puis, plus récemment, 3 ans maintenant d'entrepreneuriat et de freelancing. Voilà. Ok, donc comme tous nos invités sur Renacast, tu étais salarié, tu as basculé dans le monde de l'entrepreneuriat et évidemment, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui dans ton épisode. Donc, est-ce qu'on peut définir peut-être consultant en marketing stratégique, parce que c'est plein de beaux mots, mais peut-être que certaines personnes, comme moi, n'arrivent pas à vraiment visualiser ton métier. Alors le marketing stratégique, c'est vraiment le tout début du marketing. C'est avant même de connaître son client, d'aller le chercher, de faire de la communication, etc. On fait ce qu'on appelle le marketing stratégique, qui est en fait un grand mot pour définir des études de marché, études de la concurrence, et voilà en fait ce que ça englobe. Ok, très bien. C'est Alors, clair. ouais, très bien. Oui, je vais résumer parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que finalement, avant de lancer Renacast, il aurait fallu que je t'appelle. Potentiellement, oui. Voilà, histoire de trouver ma cible et peut-être de définir mon projet plus spécifiquement et d'obtenir peut-être des choses que j'ai un peu galéré à trouver pour avancer dans l'épisode de podcast parce que je l'ai construit un petit peu comme une entreprise. Au départ, Renacast, en me disant, OK, je vais faire comme si c'était une boîte. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? C'était pas forcément mon deal du départ, mais finalement, j'y suis allé et j'ai cherché, je me suis débrouillé sur Internet. On retrouve plein de ressources, mais Oui, bien évidemment, sûr. se faire accompagner, c'est peut-être encore mieux et surtout sûrement plus rapide. Alors, dans ton métier, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans le consultant de marketing stratégique? Qu'est-ce qui t'anime le plus? En fait, si j'ai fait ce métier déjà à la base, c'est parce que ce que j'adore, c'est venir fouiller, parce qu'au final, le marketing stratégique, pour sortir des études de marché, il faut aller fouiller sur Internet, trouver des informations, même en dehors aussi, ça peut être des enquêtes terrain avec des potentiels prospects ou des futurs clients. Et donc, en fait, c'est toute cette partie au final très fourmi, d'aller chercher toutes ces informations. C'est vraiment ça, moi, qui m'anime. J'aime tout ce qui est recherche, et au final, le mettre en forme dans un document final qu'on rend au client en disant voilà ta stratégie, elle est personnalisée à ton projet et elle est au final le fruit de toutes les recherches que j'ai faites et aussi de mon expertise, bien entendu. Ok, et donc du coup, tu pourrais, ton métier te permet de travailler depuis n'importe où dans le monde avec des clients de n'importe quelle nationalité. Oui, tout à fait. En plus, je suis bilingue, donc du coup, je peux aussi travailler avec des anglophones. Bon, c'est génial. Alors, ça, c'est déjà ce que tu faisais un petit peu avant dans ton expérience salariale? Oui et non, parce que oui, forcément, j'ai fait un petit peu de marketing stratégique un peu partout et c'est aussi mon diplôme de base.
Mais au final, sur les postes sur lesquels j'étais, c'était du marketing plus digital, et de la communication digitale aussi et aussi, offline, donc tout ce qui est impression, papier, journaux, presse quoi, en gros. Voilà. D'accord. Et à ce moment-là, ton métier te plaisait quand tu étais salarié? Qu'est-ce qui fait qui, à un moment, t'a donné envie de quitter ce monde et d'aller vers l'inconnu carrément? Bah, écoute, sur mon dernier poste où j'étais, en CDI, le poste me plaisait en soi, l'équipe était géniale, il y avait aucun souci, là-dessus. C'est juste que la charge de travail et la pression qui était, mise, sur moi parce qu'au final j'étais toute seule sur mon poste. Aujourd'hui, ils sont 4 à ma place, donc voilà pour, situer le C'est la hyper chose. gratifiant ça. Pardon? C'est hyper gratifiant de te dire que Oui, pour te remplacer, on est obligé de mettre 4 personnes. c'est ça. Bah, comme tu as peut-être pu le voir, je suis très réactive, mais je suis aussi quelqu'un qui est ultra organisé, donc du coup, ça me permet de travailler en général 2 à 3 fois plus vite que la normale. Sauf que le problème, c'est que quand, bah, tu donnes ça, les gens prennent ça. Et donc voilà, je me suis vite retrouvée à être sous l'eau. C'était un travail où, il y avait aussi beaucoup de week-ends parce qu'il y avait de l'événementiel le week-end, donc c'était pas rattrapable sur la semaine. Donc je me retrouvais vite sur certaines périodes à avoir au final qu'un seul jour de repos et donc j'étais épuisée, en fait. C'est ça le terme, c'est j'étais épuisée. Et tout Effectivement. ça a fait qu'en plus, j'étais à Paris à ce moment-là. Paris étant une ville qui, je trouve, n'ayant pas été née là-bas, était sympa pour mes études, mais pas pour, ma vie d'après et je suis vite rentrée dans cette routine de métro, boulot, dodo, où le soir, je rentrais, j'étais fatiguée, juste, bah, je mangeais, je dormais, puis je repartais au boulot le lendemain matin et ainsi de suite. Et ça, au bout d'un moment, je me suis dit: «C'est plus possible, je peux pas continuer comme ça» et je pense que si j'étais restée quelques mois de plus, je partais en burn-out. Ah oui, carrément, oui, Voilà. effectivement. Donc le déclic est clair, Oui, ta santé mentale avant, ton travail, c'est plutôt exactement. intéressant. Alors, donc au fur et à mesure, tu t'épanouis quand même dans l'entreprise, tu évolues, tu prends un Bien sûr, poste important. Bon, ta charge de travail va avec, peut-être ton poste, peut-être ton salaire avec un peu de chance, j'espère en tout cas, ni l'un ni l'autre. ouais, bah, si tes ex-employés t'entendent, employeurs t'entendent, on leur dira que de faire mieux, sur les prochains. J'espère que je travaillerai pas pour eux et du coup, comment tu as réussi, mentalement, physiquement même également à te dire: «OK, c'est bon, cette fois j'arrête» parce que beaucoup de monde n'arrive pas à franchir le cap en se disant, «Oui, il faut que je me donne à fond» jusqu'à être malade, à avoir ce fameux burn-out. Comment toi tu y es arrivé? Bah, au final, c'est pas moi qui est arrivée toute seule. J'ai eu, on va dire, de l'aide extérieure. À cette époque-là, j'ai rencontré quelqu'un qui est mon copain, actuellement et qui en fait, était et est toujours d'ailleurs un peu le rôle modèle de ce que j'aurais aimé être à cette époque-là. C'est-à-dire que lui, il avait déjà 7 ans, d'entrepreneuriat en freelance à son actif. Il n'avait fait au final que ça. Il avait voyagé partout en Asie, ce que moi j'aurais adoré faire à ce moment-là et puis il avait un peu cette liberté. Il l'a toujours d'ailleurs. On sent que bah, il est libre dans son temps, sa façon de travailler, avec quels clients il travaille et tout ça, je me suis dit ça a fait une petite idée qui a commencé à cheminer dans mon cerveau et je me suis dit: «Peut-être potentiellement que je pourrais aussi faire ça» et je pense que ça a été ça le déclic et c'est ça qui m'a permis d'en sortir parce qu'au final, quand on est dedans, on voit pas, le fait qu'on est fatigué. Donc effectivement, quand je rentrais à La Rochelle, toute ma famille, mes amis, avaient l'air de me plaindre un petit peu, mais au final, moi, j'étais dedans et je voyais pas qu'il fallait en sortir à ce moment-là. Donc ça a été vraiment, de voir une personne qui avait ce que j'aimerais avoir, qui me je me suis dit en fait, au final: «Bah, si cette personne peut le faire, pourquoi pas moi?» C'est ça surtout la Ouais. réflexion. Bah, effectivement, bah, c'est bien déjà parce que, savoir s'entourer finalement, c'est peut-être un bon conseil qu'on peut donner aux gens. Ne pas rester, métro boulot dodo, c'est un peu facile, hein, on va Ouais, dire c'est la facilité. Il aurait peut-être fallu, sortir, alors je dis pas dans des boîtes ou dans des bars ou dans des machins comme ça, hein, mais faire des rencontres entrepreneuriat mmh, ou des cafés, salariés. Je sais pas si ce qui existe actuellement sur les régions, mais en gros s'entourer puisque la famille, bah, te plaint, mais comme on est tous, nos parents, nous sont toujours proches de nous, ils veulent bien sûr. toujours nous couconner et du coup, on fait jamais rien si on les écoute. Donc du coup, on finit par ne plus les écouter. Donc c'est bien d'avoir pu, avoir ce déclic hyper intéressant. Donc finalement,
ta vie a déroulé tranquillement jusqu'à rencontrer une personne qui te donne ce déclic mais t'as su l'écouter et le suivre, c'est hyper intéressant. Mais t'as pas eu peur de te dire bon bah j'ai un salaire fixe, j'ai un CDI, je suis tranquille si je continue ma vie comme ça vu que je suis l'élément de référence. Hein, en l'occurrence sur ton poste, t'étais toute seule, t'avais pas vraiment de comparaison possible. Potentiellement, t'avais une carrière prometteuse qui pouvait continuer. De te dire je quitte tout, j'ai plus rien. Euh, et, euh, et j'y vais. Et ben, sur le moment, ça m'a pas du tout fait peur. En fait, je pense que j'avais un peu un trop-plein aussi par rapport à ce travail-là. C'est d'ailleurs, je voudrais aussi le dire, c'est aussi d'ailleurs un peu ma faute parce qu'au final, je l'ai jamais vraiment verbalisé auprès de mes employeurs en me disant, enfin, ils le voyaient bien, mais j'ai jamais verbalisé le fait que j'étais sous l'eau, que j'étais sous-payée, etc. Euh, mais du coup, non, j'ai pas eu peur parce que je suis un peu du genre, une fois que je suis passée à autre chose, bah, je suis passée à autre chose et on y va en fait. Et il n'y a pas le choix. Et du coup, je me suis dit: «Au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Bah, au pire, je gagnerai pas d'argent et bah, c'est pas grave, je retournerai travailler et puis point barre, il va rien m'arriver de grave». Il peut m'arriver d'ailleurs que des choses bien, sortir de cet environnement qui me convient pas, retourner à La Rochelle aussi qui est du coup, bah, ma ville natale et celle que je préfère, me réentourer de personnes que j'apprécie et faire quelque chose pour moi. Il peut rien m'arriver de mal, donc j'avais pas peur. Ouais, c'est bien. Enfin, c'est bien parce que c'est pas toujours le cas, c'est pas simple. Non, non. Euh, donc du coup, non, c'est top. Hein. Franchement, je discute avec de plus en plus de monde pour Rien à Cast et j'en suis Mmh. super content parce que j'apprends beaucoup des gens et tout le monde a une façon différente d'interpréter ce parcours. Et donc t'as pas peur, tu te dis c'est pas grave, je vais travailler, mais dans ta tête, donc ça avait cheminé, j'imagine quelque temps avant de claquer la porte de ton employeur. Et comment tu t'es dit, ok, pendant que t'es chez l'employeur, tu commences à déjà définir ton futur métier, ou tu te dis je claque la porte puis on verra bien ce qui se passera plus tard, je sauterai sur les opportunités s'il y en a. Non, comme je te disais, je planifie beaucoup. Donc je me suis dit: «Bon, déjà j'ai déposé le statut de la micro-entreprise, comme ça». Quelque part. Voilà et puis, je me suis dit: «Bon, sur quoi je peux me positionner?» Donc je sais, quelles sont mes compétences et cetera. Et dans ma tête, je me suis dit: «Bah, je peux peut-être négocier une rupture conventionnelle». Et la Je me suis rupture dit: «Je suis» pardon? la rupture conventionnelle, c'est toi, tu avais déjà l'idée ou on te l'a soufflé ou J'avais tu... l'idée. Ok. J'avais l'idée, je me suis dit: «Ça peut peut-être fonctionner vu que je sais qu'ils ont besoin de moi, que du coup, je vais être une perte sur l'entreprise. Peut-être que je suis en position de négociation de force sur ce départ». Alors, je suis très nulle en négociation, donc forcément, c'était compliqué pour moi d'aller voir mon employeur, lui dire: «Bon, bah, maintenant, je veux une rupture conventionnelle». Mais, c'est passé à ma plus grande surprise et j'étais super contente, donc c'est passé. Donc déjà, je suis partie aussi avec financièrement un petit matelas pour, la suite, ce qui du coup, a enlevé aussi ce fait d'avoir peur, pour me lancer. Et Ouais. puis en plus, ça a été enfin mon ancien employeur a été mon premier client. Donc j'étais aussi assurée pendant un certain temps. On a travaillé ensemble pendant 1 an encore après et ça m'allait très bien à distance, comme ça, c'était parfait. Ah, c'est bien. Donc, ouais, tu pars en bon terme. Bon, Oui. preuve en est, ils acceptent ta rupture co, je vais y arriver. En plus, ils te reprennent en client. Pour toi, c'est presque le rêve. Hein. C'est génial. Et donc, du coup, ta micro-entreprise, donc tu savais que tu allais rester dans le marketing finalement, enfin Oui. dans le consultant, dans le marketing de stratégie. Tu l'avais déjà imaginé comme ça. Ton parcours, tu voulais pas quitter la profession, tu voulais juste quitter cette surcharge de travail et peut-être un peu plus de liberté pour avoir tes week-ends, de ce que j'ai compris. Bon, au final, on se retrouve vite à travailler aussi les week-ends. Donc, oui, c'est ça le problème. Tu me dis que j'ai une surcharge de travail, j'ai plus mes week-ends, j'ai tout ça, mais au final, en entrepreneuriat, bon, ça, je sais pas si ça je dis, mais je vais le dire. En entrepreneuriat, merci. Tout ça, le temps, il est encore plus important dans le travail puisque tu vas gérer ta compta cette fois, ce que tu faisais pas avant. Tu vas gérer, enfin, tous les problématiques, toute la paperasse que tu ne gérais pas puisqu'il y avait sûrement une personne qui gérait tout ça. Donc, du coup, t'as plus de temps pour toi du tout maintenant.
Bah, si, parce qu'au final, c'est quand même moi qui organise mon temps comme je le veux. C'est ça la différence aussi avec le salariat. Le salariat, on a un cadre de travail, c'est marqué dans ton contrat de travail, tu travailles de telle heure à telle heure. Si tu fais des heures sup, elles sont potentiellement payées ou rattrapables, mais en tout cas, on te l'impose. Là, du coup, c'est pas imposé, donc je peux organiser mes journées comme je veux. Si, je sais pas, à 14 heures, j'ai envie d'aller courir, bah, je vais aller courir. Voilà. Du coup, c'est en fait, ce que je fais, c'est juste j'organise mes journées comme je le souhaite parce que je sais qu'il y a des temps où il faut quand même que j'ai des pauses, c'est important et puis les week-ends, sur le papier, je ne travaille pas, mais au final, il y a toujours un moment où je me retrouve derrière mon ordinateur à regarder des choses, mais j'ai pas ce sentiment d'être sous l'eau parce que c'est pas imposé, c'est pas obligatoire, c'est moi, au final, qui le fais de moi-même donc heu, donc voilà, ça me dérange pas, on va dire. Bon, bah, c'est bien, c'est le plus important et alors il y a plusieurs fois, il y a un mot qui revient, tu es très organisé. Oui. Ça m'interpelle beaucoup parce que moi je ne le suis pas. Enfin j'essaye, enfin je fais semblant d'être organisé. Tu vois, je fais des tableaux Notion que je respecte pas forcément. Je fais enfin bref, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu as un conseil déjà pour, ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, d'organisation? Est-ce que une appli, une technique, quelque chose d'important qui pourrait être mis en avant? Franchement, je trouve que la meilleure solution, c'est à l'ancienne. Moi, j'écris mes to-do list sur un papier, au crayon et en fait, tous les dimanches, soirs, je me pose et je me dis: «Voilà, ma semaine, j'ai tel rendez-vous, telle heure» et en gros, je fais des to-do list par, jour OK. et j'organise mes journées comme ça et j'ai jamais fait autrement. J'ai jamais utilisé, quoi que ce soit comme application et cetera. En fait, moi, je suis plus à l'aise sur le papier parce que le fait d'écrire, ça responsabilise, je pense, mon cerveau de me dire: «Bah, voilà, j'ai des tâches à telle heure, telle date», et donc du coup, c'est la façon dont je fonctionne. Donc j'ai pas de tips plus que ça. Mais enfin, tu en donnes un qui est très bon, hein. L'écriture est Mmh. souvent considérée comme le meilleur moyen de garder en mémoire quelque chose puisque ton cerveau, réfléchit plus vite que ce que tu n'écris, donc ce qui te permet d'écrire tranquillement, et de mémoriser plus facilement que sur un clavier. Donc c'est souvent un conseil qu'on donne à ceux qui veulent apprendre quelque chose, simplement de le rédiger à la main, Mmh mh. avec une belle écriture ou pas, hein, peu importe, le Ah, but moi, du c'est très jeu, mal c'est écrit, hein, mais j'arrive à me relire. bon, ben voilà, c'est le plus important, c'est ce que j'allais dire. OK, donc pas forcément de tips particuliers, mais hyper Non, intéressant quand même à noter. Un bon carnet, un bon crayon, ça marche très bien. c'est Je ça. je t'avoue que je le fais beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup de carnets chez moi, donc et tu vois, j'écris, pendant qu'on parle. Hem, Tu as passé le cap, tu as trouvé ton premier client. Avant de partir, du coup, quand tu signes ta rupture co, tu leur dis: «Bah, écoutez, maintenant que vous acceptez, est-ce que vous voulez travailler avec moi?» C'est exactement ce que C'est j'ai vrai? ce que j'ai Excellent. dit, oui. Je leur ai dit: «Bah, écoutez, moi, je vais continuer dans le marketing dans tous les cas. Si jamais vous trouvez pas quelqu'un tout de suite, je peux être là. On peut faire un contrat à distance, avec une mission» et elle a dit oui tout de suite. Donc c'est qu'il y avait vraiment un besoin. Oui, effectivement. Et du coup, tu fixes ton tarif immédiatement ou tu l'avais déjà en tête en te disant: «Bon, bah, ce sera X milliers d'euros par semaine ou par mois ou par an, peu importe». Tu avais déjà tout ça quand tu lui as dit, «Bah, si vous avez personne, venez»? Non, je l'avais pas du tout, donc du coup, ça a été un peu la panique pour moi, niveau prix parce que je pense que c'est quand même quelque chose qu'en général, la plupart des freelance en tout cas, galèrent à fixer. On sait jamais trop où se positionner et cetera. Donc je me suis dit: «Ah, qu'est-ce que je mets?» Donc en fait, je suis tout simplement allée sur Malte, je suis allée regarder, les tarifs que proposait, on va dire, la concurrence, la fourchette de prix et puis je me suis dit: «Bon, bah, moi, j'ai une expertise qui est un peu plus que la personne qui est payée 200 € de la journée, donc je vais me mettre à 400». Voilà, donc en gros, mon c'est comme ça, hein, c'était au pifomètre. OK, c'est bien. Voilà, donc je me suis mis à 400, elle a dit oui, donc du coup, bah, après je travaillais, je crois que c'était 3 journées, par semaine, donc je te laisse faire le calcul, mais voilà. Ça va. Et avec cette somme que tu poses sur la table, tu avais quand même, a priori, de ce que je comprends, non, mais tu vas peut-être me surprendre, tu n'avais pas calculé ta rentabilité, tes impôts, tout ce que tu avais besoin pour vivre? Et ben, à ce moment, j'étais retournée chez mes parents, donc c'est peut-être aussi Ah une oui. dimension non, non négligeable. Mais du coup, aussi, bon, j'étais au courant qu'il y avait l'URSSAF qui allait venir toquer à ma porte, toutes les tous les mois et qu'il y avait les impôts. Mais, alors en plus, la première année, il y a l'ACRE, donc j'étais quand même exonérée de 50 en abattement forfaitaire. Donc c'était super, rentable pour moi. Donc j'avoue, j'ai pas trop regardé plus que ça.
Bon, la deuxième année, quand il y a plus l'acre, ça fait un peu plus mal, mais je m'en sortais quand même largement. J'avais largement de quoi mettre de côté. Donc, OK. je t'avoue, j'ai pas trop regardé. OK. Bon, tu t'en es Première sorti erreur, hein, quand même. d'ailleurs. Ouais, voilà, donc on reviendra sur les erreurs après, hein, mais 1re, donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs, mince. Oui, oui, t'inquiète Heu, pas. donc tu parles de 2 choses qui peuvent intéresser nos poditeurs, nos auditeurs. L'acre, c'est tu peux définir un petit peu ce que c'est que l'acre? Ben, c'est une aide à la création d'entreprise qui permet en fait alors faut faire la demande, je crois que c'est sous, 45 jours à partir du moment où on dépose notre statut de micro-entreprise et en fait ça permet sur, la première année civile de création de la micro-entreprise, d'avoir un abattement forfaitaire de moins 50 de cotisations sociales, ce qui n'est pas négligeable. Mais par contre, il faut la demander. Oui, il faut la demander, elle vient pas toute seule et C'est ça, ça. on va sur leur site internet et puis on fait les démarches en ligne, C'est j'imagine? ça, ouais, tout à fait. Tout est Je démarré. mettrai le lien, je mettrai le lien dans les notes de l'émission pour ceux qui veulent, en profiter et deuxième question, tu parles de Malte. Alors, je vois une île, je vois un pays, je vois de la bière, mais qu'est-ce que c'est? C'est parce que j'imagine que c'est aucun de ceux-là. Alors Malt, c'est une plateforme de freelance au final, où, bah, l'offre rencontre la demande, hein, donc il y a les freelances d'un côté et puis il y a des entreprises, qui viennent chercher des prestataires externes pour travailler avec eux. Donc c'est un peu la plateforme, en tout cas en France, je pense, la plus utilisée par les nouveaux freelance et les anciens aussi. Puisqu'en fait, il suffit juste de se créer un profil, de compléter, les bonnes informations au bon endroit, de demander quelques recommandations et en gros d'avoir une fiche, on va dire, visible et accessible par tous. D'accord, donc on peut s'y inscrire, pour chercher ses premiers clients, par exemple? Heu, Bah, ou oui, mais le souci de Malte, c'est qu'en fait, on ne peut pas rechercher une entreprise. C'est les entreprises qui viennent chercher, les freelances. Donc, nous, on n'a pas de catalogue de recherche, donc on est juste obligé «d'attendre» entre guillemets que, il y ait des demandes qui nous tombent dessus. Et dans certains corps de métier, notamment comme le mien, il y a peu de demandes, donc c'est clairement pas la bonne plateforme sur laquelle aller. Ceci dit, par exemple, mon copain qui est développeur web, lui, ça lui tombe comme du pain béni, hein. Tous les jours, il peut donc c'est vraiment ça dépend du secteur, d'activité, mais il faut pas compter là-dessus, en tout cas, au début. alors du coup, ça amène la prochaine question. Ton premier client, bon, facile, la chance ou pas, puisque tu as travaillé des années avec eux, donc forcément, ils savent sur qui tomber, donc la chance n'existe que peu et en plus, tu aurais pu ne pas poser la question, du C'est vrai. coup, tu n'aurais pas provoqué cette réussite. Comment tu trouves tes prochains clients? OK, tu as une carte de visite, hein, c'est bien, mais les autres, tu les trouves comment? C'est là toute la question. Bah, justement, vu que je suis restée pendant 1 an avec mon ancien employeur, je suis restée juste sur «Malte» entre guillemets. Donc j'ai eu des missions qui me sont tombées, qui m'ont été proposées, que j'ai pris, au fur et à mesure. Mais sur, moi ce que je fais, donc consultante marketing, ce sont que des missions, unitaires, one shot. C'est pas des missions où on fait du récurrent. Du coup, c'est assez compliqué, de s'insérer là-dedans. Et au final, bah, tous mes clients que j'ai eus, c'était du bouche à oreille par d'autres, freelance aussi que je connais parce que du coup, bah, il y a quand même un réseau au final de freelance et puis, par Malte, ça a été vraiment toute la première partie pendant très longtemps. Et là, actuellement, on en reparlera, je pense peut-être à un autre moment, mais je suis en train de tout refaire, de tout chambouler et maintenant ma source d'acquisition sera LinkedIn. En tout cas, a déjà commencé et le sera aussi à l'avenir, voilà. Bon, bah, c'est comme ça que je t'ai trouvé, donc Oui. forcément, ça a priori, ça marche plutôt pas mal, donc c'est une bonne solution. Donc du coup, tu trouves tes clients bouche à oreille, ben, parce que tu travailles bien, parce que, il y a un bon rapport avec les clients, donc ça, c'est plutôt intéressant, mais tu fais pas de démarchage, je comprends, donc quelque Pas chose du que tout. tu n'aimes pas? Exactement, j'ai quelque chose que j'aime pas du tout faire et aussi je pense que j'ai pas les codes. Comme je dis souvent, à mes apprenants, c'est qu'en fait, on apprend un métier, mais on n'apprend pas à être freelance, on n'apprend pas à travailler pour soi-même. Donc du coup, c'est rare d'avoir les compétences sur le marketing, la communication et la vente qui sont au final les 3 dominantes clés dont on a besoin, je pense, pour être un freelance qui est rentable et qui tient sur le long terme. D'accord. Donc du coup, tes clients arrivent, c'est bien. Est-ce que, une fois que tu les as, alors je me mets à ta place, même si c'est quasi impossible pour moi, heu, je me mets à ta place et je me dis: «OK, bon, bah, j'ai des clients maintenant, il faut que je leur enfin, faut que je leur fasse, produise un produit de qualité, hein, parce que Mmh. c'est ma réputation en jeu, c'est ta réputation à ce moment-là». Quelles ont été tes difficultés pour commencer à faire tes premiers rapports finalement, puisque c'est ce que tu fournis? Il y a des choses qu'il faut faire, pas faire?
Il y a pas de choses à faire ou pas faire parce qu'au final, le format final est toujours le même, on rend un livrable. C'est plutôt le fait que, par exemple, moi, sur la première mission que j'ai décrochée, via Malte, donc le premier client en dehors de mon ancien employeur, c'était un peu ce syndrome de l'imposteur alors que pas du tout et j'avais peur que ce que je lui propose ne lui plaise pas. Enfin, c'était ma plus grande appréhension au final. C'est cette peur de se dire: «Je vais rendre quelque chose, la personne ne va pas le trouver qualitatif, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là?» Ça n'est pas arrivé, mais mais ça a quand même tourné dans ma tête pendant un bon bout de temps. Donc c'était au final, la plus grosse chose. Après sur la méthode de comment rendre, enfin comment faire le livrable, bah, écoute, je fais des recherches. Après moi je connais, mon métier, donc je sais aussi comment je structure, les parties du livrable que je dois donner. Et puis, j'ai toujours aussi des justifications pour chaque point parce que, bah, j'ai travaillé dessus, donc je connais le projet tout de même. Ouais, effectivement. Donc, si on regarde finalement tes années de CDI, enfin de salariat, Mmh ont mh. été hyper intéressants pour toi puisqu'ils t'ont permis de te former. Donc Oui. c'est pas une mauvaise expérience, Non, non. même si ça s'est pas fini comme tu aurais peut-être aimé au départ, plus quand tu as commencé, mais ça t'a apporté les clés de la réussite aujourd'hui pour apporter un livrable. Donc c'est Oui. souvent ce qu'on dit, hein, d'ailleurs, à tout le monde, il y a pas de mauvaise expérience. Non, Les non, non, expériences sont toutes intéressantes. totalement. Alors tu m'as parlé du syndrome de l'imposteur. Alors il s'avère que, comme beaucoup, j'en ai, un très, très gros. Heu, je ne sais rien faire, mais je fais à peu près tout et à chaque fois que je livre quelque chose, je me dis: «Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi?» parce que Mmh mh. le regard des autres, a priori m'importait beaucoup. Comment on surpasse ce syndrome de l'imposteur? Surtout quand on commence, on se dit: «Attends, je ne suis rien, je vais arriver, je vais dire: "Ouais, je suis un chef d'entreprise, je fais plein, plein de choses, croyez-moi sur parole"» et souvent c'est dur. C'est dur, ouais. Il y a 2 étapes pour moi. La première étape, c'est de découper en petites étapes justement les choses à faire, pour, ne pas se retrouver devant une montagne, avoir peur et que du coup le syndrome de l'imposteur revienne, au galop. Ça pour moi, c'est la première chose et la deuxième chose, bah, il y a pas 36 000 solutions, il faut passer à l'action. Parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, il est là, il est présent parce que justement, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a potentiellement pas encore fait ou alors peut-être pas bien fait et donc si on ne le fait pas une première fois, on l'aura toujours ce syndrome de l'imposteur. Donc il faut faire la première fois et après les fois suivantes vont être plus faciles et le syndrome va disparaître au fur et à mesure du temps. De toute façon, c'est quelque chose qui touche vraiment, tout le monde. Il y a même des célébrités, je crois que j'avais vu que Michelle Obama, avait le syndrome de l'imposteur. Je bon, bah, voilà, c'est normal. Ouais, effectivement, ouais, faut essayer, puis c'est en essayant qu'on apprend le mieux d'ailleurs, on Tout se à fait. comprend qu'on maîtrise mieux les choses après et alors je raconte un peu ma vie, mais je fais de la formation, aussi, de temps en temps à côté et je fais certaines formations sans avoir même la connaissance des produits sur lesquels je Mmh. forme et étonnamment, en une ou 2 formations, j'excelle dans ce domaine parce que, Bien sûr. bah, en fait, j'ai essayé de l'expliquer à des gens qui comprenaient encore moins que moi et grâce à ça, j'ai obtenu des codes que je n'avais pas et je trouve ça hyper intéressant. Essayer, oser, c'est hyper C'est ça. intéressant de travailler dessus et pas franchir la montagne d'un coup, y aller étape par étape, C'est pas c'est grave. mieux. Mmh. Ouais. C'est vraiment pas Hem, j'ai regardé ton profil, il est assez intéressant, parce qu'en fait, tu fais pas que, du consultant marketing en Non. stratégie. Tu as décidé de en fait, être entrepreneur sur une boîte, c'est bien, mais sur 2 c'est encore mieux visiblement. Alors tu peux nous en dire un peu plus? Parce que ça n'a rien à voir Ça à n'a rien à première voir. vue. Ah, on peut peut-être trouver des Oui, similitudes. peut-être. Mais ça n'a rien à voir. Mais bon, OK, ton métier, tu le maîtrises et là, tu décides d'aller ailleurs. Encore une fois, quel est ce déclic et comment on se dit: «OK, je suis épanoui dans ce que je suis en train de faire, mais j'ai envie d'un peu plus, un challenge nouveau». Comment tu as fait? Bah, en fait, j'ai toujours voulu, quand j'étais plus jeune, je disais toujours à mes parents: «Je serai entrepreneuse plus tard». Il y avait déjà un Donc petit terreau. voilà, il y avait déjà ça et puis mes parents, sont commerçants, ils ont toujours tenu des restaurants, donc j'ai aussi vu, je pense dans le schéma familial, comment ça se passait de gérer, un business et cetera et donc du coup, donc moi, la partie freelance était déjà, en cours et ça faisait un bout de temps que moi et mon copain avons envie d'aller aussi sur, un autre sujet, une autre, boîte, une autre idée et l'idée est venue un peu plus naturellement que prévu. En fait, à un moment, on cherchait tout simplement un hébergement, romantique pour aller passer, bah, une nuit, hein, tous les 2
Et puis, on a galéré à en trouver quelque chose qui nous plaisait, en tout cas, en faisant des recherches, sur internet. Et donc du coup, on s'est dit qu'il y avait potentiellement un marché à prendre. Donc effectivement, on avait vu qu'il y avait quelques concurrents, mais rien d'incroyable, dans le sens où on pouvait quand même se faire une place. Donc on s'est dit: «Bon, bah, on va se lancer là-dessus». On s'est associé avec un ami à nous et du coup, on a créé, Eden Night, qui est une plateforme de réservation en ligne de love room et d'hébergement romantique. Voilà. Excellent. Alors du coup, cette nouvelle société, elle a fait appel à un consultant marketing en stratégie, j'imagine, pour aller chercher ses clients. Donc tu vois, on voit le cheminement et le site web, j'imagine que c'est quelqu'un très proche de toi qui l'a généré. Bref, Tout donc à en fait, fait. vous aviez toutes les briques On avait tout, pour ouais. construire la maison. Et tu construis ça, mais après, je me dis: «OK, moi aussi je sais faire un site web, moi aussi je sais aller chercher des adresses à droite à gauche». Alors j'aurais pas réussi à faire la même chose que vous, ça c'est sûr. J'ai regardé le site, il est Ah, c'est quoi? super bien produit, Il travaille bien il mon est copain. ah mais non, mais franchement, il est très, très propre, il est bien fait, il est facile à utiliser, ouais, franchement, ça donne envie en tout cas parce que c'est Merci. pas c'est vraiment assez hétéroclite, il y a beaucoup de choses dessus et c'est Mmh. bien inspirant. Et à un moment, enfin, j'ai pas tout scruté, hein, je suis pas allé Bien jusqu'à sûr. prendre un contrat, mais je me dis: «OK, on allait chercher tout ça, on a tout ce qu'il faut», mais c'est pas notre domaine d'activité en soi. Est-ce qu'on a une crainte de se dire: «On réussit»? Est-ce qu'on investit de l'argent déjà dedans au départ? Parce que, c'est facile de dire: «Je fais», mais est-ce qu'on Mmh. investit de l'argent? On investit forcément du temps. Il y a pas eu un moment où on se dit: «OK, on y est presque, mais est-ce que je le fais?» Bah, écoute, pour pas te mentir, le moment où on a eu l'idée et le moment où on a, on va dire, créé la société, il s'est écoulé quelques mois quand même entre-temps. Quelques mois de réflexion, de recherche, de questionnement aussi. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Et puis, bah, moi, j'ai fait mon travail de de consultante marketing, donc on a vu que normalement, ça devrait être une bonne idée si on arrivait avec un bon site internet, les bons outils, la bonne communication et cetera et cetera. Et notre ami qui est, aussi cofondateur, lui est média buyer, c'est-à-dire qu'il s'occupe de tout ce qui est, publicité en ligne. Donc on voilà, on est sur 3 pôles différents qui, au final, se complètent. Donc on s'est dit: «Bon, bah, de toute façon, les compétences qu'on n'a pas, on va les apprendre et puis, on avance étape par étape». Donc on a découpé ça étape par étape, comme je te disais toujours, très important. Donc première étape, bah, l'administratif, hein, créer la société et puis, du coup, on est en SAS, donc forcément, on apporte un capital, chacun. Alors en SAS, il y a pas de, je crois que le capital minimum est de 10 €, donc bon, voilà. Nous, on a apporté à hauteur de 1 000 € tous les 3, mais après on a investi plus d'argent dans la boîte pour, bah, pour en fait tout ce qui était design, pour aussi, bah, payer les premiers outils qu'on avait besoin, voilà. Et après on s'est un peu auto-formé sur certains pôles, notamment par exemple tout ce qui est prospection téléphonique et cetera, bah, pour pouvoir le faire, parce que de toute façon il y a pas le choix à un moment. Et puis on n'avait pas forcément non plus le budget pour aller payer quelqu'un d'autre pour aller le faire. Donc on avance étape par étape, on fait au fur et à mesure et puis on gère les galères au fur et à mesure aussi. Donc du coup, ouais, donc non seulement tu as une première casquette, tu t'en rajoutes une deuxième. Donc je Mmh. t'imagine au téléphone en train d'appeler tous les établissements possibles, et ce démarchage, encore une fois, on passe une nouvelle frontière où là, cette fois, tu vas chercher et tu m'as dit tout au début, c'est difficile de trouver Ouais, un c'est client, j'aime difficile. pas trop démarcher, mais pour là, tu le fais et pourquoi ici, tu le fais, tu le faisais pas avant? Ici, je le fais parce que, j'ai une liste de contacts à contacter. Je sais que ce sont des personnes qui seront intéressées parce que c'est déjà des établissements qui proposent le type d'hébergement qu'on a et on a une facilité à l'entrée dans sur notre plateforme Edennight, c'est que c'est gratuit pour, les propriétaires. Or, sur la plupart des autres plateformes sur lesquelles ils payent des pourcentages, des commissions, ils sont prélevés sur le montant de la nuitée et cetera. Et donc je sais qu'entre guillemets, «il y a pas de frein» si ce n'est le fait qu'on n'est pas encore connu, à vendre, pour leur proposer de venir sur notre plateforme. Donc c'est plus facile aussi dans cette démarche, de ne pas voir le client comme, un porte-monnaie sur pattes, mais de le voir comme, un partenaire dont tu as besoin et dont lui aussi il a besoin de toi. Et donc je pense que c'est aussi ça qui a déclenché le fait que ça soit plus facile d'appeler, le téléphone, même si bon, c'est toujours pas mon truc préféré, mais c'était plus facile dans ce sens-là. Donc le ticket d'entrée est gratuit pour les partenaires finalement. Vous vous rémunérez, j'imagine, au moment du paiement, parce qu'on passe par votre site et Tout à fait. donc tout le monde a y gagné finalement, vous et eux. Hem
Vous êtes 3 dans l'entreprise. J'ai Mhm. discuté avec Hugo, je me souviens, sur un de nos épisodes, Hugo Beaumont, vous écouterez l'épisode, qui nous disait: «Moi, m'associer à nouveau avec quelqu'un, c'est pas pour moi. C'est compliqué, je le refais pas. Si je devais le refaire, ce serait autrement». Vous, Mm. vous êtes, les 3 à la même hauteur, engagés dans l'entreprise, c'est-à-dire 33, 33, 33, ou vous avez Non. décidé autrement, et pourquoi vous l'avez décidé autrement? On a décidé autrement. Donc mon copain a le plus de parts, je suis la deuxième, et ensuite mon ami en a le moins au final. Tout simplement parce que, alors déjà, mon copain et moi avons eu l'idée en premier, donc voilà, on a proposé à notre ami enfin, c'est plutôt oui, si, on lui a proposé de venir, donc voilà. Et puis ensuite, on a mis un peu plus à mon copain parce que, il allait développer tout le site internet, ça allait lui prendre énormément de temps et donc pas de rémunération sur le moment, donc ça nous semblait logique. Et c'est un peu naturellement comme ça que les parts se sont faits, donc évidemment avec entente mutuelle, hein, on en a discuté et cetera. Heu et puis voilà. OK, donc c'est clair que, ben, celui qui crée, la structure, Mmh effectivement, peut apporter, pas mal de plus-value, parce que tout dépendra aussi de la réussite de son codage. C'est Parce que ça. si ça marche pas bien, c'est On est pas mal bon. Mais barré. là, en l'occurrence, franchement, c'est top, bah, Merci, il a pas besoin de mes félicitations parce qu'il je doit le le sais. savoir, donc mais bravo à lui. En tout cas, il a bien bossé, c'est génial. J'ai un peu fouillé un petit peu dans le code vite fait, mais pas plus. Ah oui! Hem, ouais, non, mais ouais, ça m'a plu. Vraiment, il m'a plu, OK. donc j'ai regardé. Donc une nouvelle aventure de freelance. Donc là, c'est plus du freelance, hein, tu Ah commences oui, à là, te c'est de la à te société. structurer, très, 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 très bien. Hem, Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner? Parce que finalement, cette activité à elle seule pourrait être, une activité professionnelle unique pour une personne Mmh. qui souhaiterait se lancer. Est-ce qu'il y a deux trois petits conseils, deux trois petits tips que tu pourrais nous donner maintenant que tu as essuyé les plâtres, je dirais? Alors numéro un, c'est ultra important quand on est associé, en tout cas avec d'autres personnes, la communication entre nous. Nous, on utilise Slack du coup pour discuter, même si on est à La Rochelle tous les 3. Hem, mais on communique quasiment quotidiennement parce qu'en fait, sans communication, on n'avance pas, et puis, potentiellement, un va faire quelque chose, ça va pas plaire à l'autre. Donc communiquer vraiment, c'est le plus important. Numéro 2, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. On a beau, anticiper, tous les problèmes qu'on pourrait avoir, il y en aura toujours qu'on n'a pas anticipé. Donc au final, le but, c'est de pas se dire, «Bon, bah, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ceci», de remettre la faute sur quelqu'un. Le but, c'est juste d'avancer et de passer, bah, encore une fois, à l'action, et de faire en sorte que les choses avancent, parce qu'en fait, on a vite fait de rétrograder si on reste sur ses positions en se disant: «Mince, il y a eu ce souci-là, c'est la faute de quelqu'un». Il faut juste dire: «Bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit plus le cas pour la prochaine fois?» Parce que tu vois, nous, fin décembre, vu que c'est un peu la période, activité forte, pour nous, il y a eu beaucoup de réservations, et nous, on venait juste d'ouvrir la plateforme en octobre 2024 du coup. Donc c'était assez récent, et donc on a eu, tout un tas de problèmes qu'on n'avait pas anticipés évidemment, mais c'était au jour le jour, et puis, voilà, il faut avancer, tant pis. D'accord, oui, mais c'est ça, on peut pas tout anticiper. Non, c'est impossible. J'ai, pareil, un autre épisode, où, David Mescolini nous dit: «Même si c'est pas parfait, lancez-vous, C'est ça, parce que, bah, ça sera jamais parfait de toute façon, et si tu attends, bah, exactement. tu ne fais rien». Donc, bah, encore une fois, je pense qu'il avait raison. Oui. Donc, des conseils à prendre évidemment, dans sa besace et dans sa boîte à outils. Hyper intéressant. La communication quand on est plusieurs, c'est Mmh. fondamental. Pour moi, Les non-dits, sont toujours, source de problèmes, donc c'est tout bien à fait. d'en parler. Et puis, le constat que tu fais, oui, ça peut pas plaire à tout le monde, et puis, ben, on analyse l'erreur. OK, c'est une erreur, mais on fait fi, puis on avance ensemble sur cette problématique-là. C'est hyper intéressant. Il y en a beaucoup qui malheureusement n'arrivent pas à à abandonner l'idée que Mmh. l'autre s'est trompé, et du coup ça fait casser certaines entreprises que j'ai, interviewées déjà, qui ont malheureusement pas réussi à aller au bout. Hem, Génial. Alors, première casquette, consultant marketing stratégique. Deuxième casquette, création du site Et des nights. Edenite. Troisième casquette, tu en as une troisième, non? Oui. Tu es en plus mentor et formatrice. Alors, tu t'ennuies, dans ta vie pour en faire autant, ou tu es hyper, hyper active? Je suis un peu, je pense, peut-être un peu hyperactive, et j'ai besoin d'être un peu stimulée aussi, au quotidien, d'être sur différentes choses. Puis j'étais aussi à un moment où, hem,
mon activité de freelance m'apportait plus vraiment de clients. J'avais pas forcément réfléchi non plus à ce moment-là à comment aller en chercher non plus. Donc, il y a eu cette opportunité, pour Live Mentor qui s'est présentée à moi. Tout simplement, j'ai postulé, hein, sur Welcome to the Jungle. J'ai des alertes pour, s'il y a des gens qui cherchent des freelances qui sont sur, les différents, sites d'emploi, donc, LinkedIn, Indeed et Welcome to the Jungle, et j'ai vu cette annonce. J'ai postulé, je me suis dit: «Bon, bah, j'ai rien à perdre, hein». Encore une fois. Oui, encore une Et fois. puis, voilà, j'ai passé tous les processus de recrutement. Donc là, c'est en tant que freelance aussi. Donc je suis, au final, c'est mentor, ou coach, je sais pas comment on peut appeler ça. Je crois qu'il y a une petite différence entre les 2, mais je saurais pas te dire la nuance. Et en fait, Live Mentor a plusieurs formations, sur différents sujets, et en fait, dans ce qu'ils vendent aux apprenants, il y a le côté suivi et accompagnement, et donc pour ça, ils ont besoin de coachs, et ces coachs-là sont des freelances qu'ils embauchent. Enfin, qu'ils embauchent, c'est un grand mot, qu'ils payent, tous les mois. Et le but, tout simplement, c'est d'être là pour les apprenants. Donc on a des rendez-vous, en visio, en individuel assez souvent, et puis, on a aussi une messagerie instantanée où on écrit, tout le temps. C'est pour ça l'activité. C'est ça, oui, effectivement. C'est hyper utile. Et donc du coup, moi, je suis sur les formations, marketing digital et freelance, puisque du coup, c'est des formations qui me correspondent, et j'ai environ, j'ai dit 15 apprenants max, donc j'ai 15 apprenants. Ah, c'est pas mal déjà, hein, donc Oui, et c'est ça déjà pas tous les mois, tu travailles avec eux, dans leur évolution, pour qu'ils deviennent, entrepreneurs ou qu'ils améliorent leur capacité actuelle? Alors les 3/4, c'est pour devenir entrepreneur OK, vraiment, et le un quart qui reste, c'est pour de la montée en compétences, ouais, c'est ça, c'est de la montée en compétences ou pour apprendre des nouvelles compétences ou se mettre à jour, mais ils vont, potentiellement pas en faire une entreprise derrière, en tout cas. d'accord, et qu'est-ce qui t'a motivé donc à part le fait que le freelance tu avais pas forcément tout ce que tu obtenais, là, mais qu'est-ce qui t'a motivé pour aller partager finalement ton savoir? Parce que, le savoir c'est le pouvoir, certains le gardent, toi tu préfères, le dissimuler, non pas Non, du justement. tout, le distiller à tout le monde, et qu'est-ce qui t'a déclenché, cette envie? Ben, je me suis dit à un moment, moi j'ai fait plein d'erreurs et j'en faisais encore, et je pense que j'en fais certainement encore même, mais c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Je me dis: «Si je peux éviter ça à d'autres personnes, je le fais avec plaisir». Génial. Ça leur économisera du temps, de l'argent, et puis, au final, quand j'ai eu mon premier apprenant, via Live Mentor, j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a quand même une diversité de profils. Les gens viennent de tout horizon, sont sur des projets totalement différents, et toute cette diversité, le caractère de la personne, le partage d'expériences, je trouve ça ultra intéressant, et c'est pour ça au final que derrière, je me suis dit: «Mais pourquoi je fais pas ça pour de mon activité principale?» Et pareil que quand tu te lances dedans, bon, bref, tu as plein d'expérience, ça c'est sûr maintenant, hein. Ça fait plusieurs années que tu es à ton compte et que tu travailles, pour toi, et mais encore une fois, le syndrome de l'imposteur, là, il arrive pas un petit coup en te disant, enfin, tu as vu, tu as 27 ans, il y a des mecs, ils en ont peut-être 40, est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux? Et bah, bizarrement, alors j'ai pas eu l'impression de l'avoir sur cette fois-ci. J'avais un petit peu peur pour mon premier apprenant parce que c'était mon premier, mais c'était pas le syndrome de l'imposteur, c'était plus une petite appréhension. Comment ça va se passer? Est-ce que, il va être réceptif, et cetera? Mais, au final, non, pas de syndrome de l'imposteur à ce moment-là, parce que je pense que c'est sur des matières que je maîtrise déjà. Et aussi sur le fait que je savais que ces personnes-là, partent de zéro. Enfin, les 3/4 ne connaissent rien du tout au marketing digital D'accord, oui. ou au statut freelance. Donc vraiment, on part avec des newbies comme on dit et donc du coup, tu as que des choses à leur apporter et que de l'apprentissage à leur apporter et de l'expertise. Ouais, effectivement, c'est intéressant, et sur cette plateforme, Live Mentor, Mmh. ou Welcome to the Jungle, est-ce que moi, je peux m'inscrire? J'apporte, je sais pas, mon CV peut-être, ou enfin, quand je dis moi, c'est pas moi, mais quelqu'un qui voudrait se lancer, qui voudrait se lancer, mais qui n'a pas encore d'entreprise et qui dit: «Mais moi, j'ai une expertise parce que je suis en CDI depuis, 83 Je ans dans la même entreprise, je suis l'élément de référence, je sais tout sur tout». Est-ce que je peux y aller quand même alors que j'ai pas encore ma structure pour, être mentor? C'est une bonne question. J'aurais tendance à te dire: «Je ne pense pas», parce que, ce n'est que des freelances qu'ils recrutent en termes de coaching, de mentorat. Mais peut-être qu'en interne, derrière, ils ont besoin de CDI, mais je pense que c'est plus sur des postes, entre guillemets «opérationnels», enfin au sein de l'entreprise, et pas pour Bien être au sûr. contact des freelances ou Donc des nouveaux apprenants.
D'accord, donc je peux pas en faire mon métier du départ en me disant: «Je vais aller là-dessus, c'est là-dessus que je vais gagner de l'argent». Non, je pense pas. Tout de suite. OK, on ira voir, mais je mettrai pareil, hein, Ouais, je suis pas les liens sûre, dans hein, les notes de mais l'émission, mais je ne c'est pense pas. génial. Non, mais c'est bien. Après, on a tous une expertise, sur notre domaine d'activité et à nous de créer, sa micro-entreprise potentiellement et puis d'y aller. C'est ça. Maintenant que 15 apprenants, 15, personnes avec qui tu échanges, quelles sont les erreurs là, enfin là où les erreurs que tu vois le plus souvent? Il y en a plusieurs. La toute première, c'est, en fait, on a toujours envie d'avoir, beaucoup de clients et donc de cette envie-là, on se dit: «Eh ben, je vais parler à tout le monde parce que comme ça j'aurai plus de clients, c'est mathématique». Sauf Oui. que a priori. Sauf qu'en fait non, parce qu'à vouloir, récupérer tout le monde et n'importe qui, au final, le message, la communication, elle est diluée et on n'a pas de spécialisation. Donc, ça veut dire que le jour où on a un client, il va faire marcher potentiellement de la concurrence ou en tout cas bien négocier le prix. Donc, vraiment, le conseil numéro un, c'est de se nicher, de trouver en final un segment de marché sur lequel exercer. Parce que sans ça, quand on est en freelance, en tout cas, on se casse la figure, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment l'erreur numéro une que je vois en tout cas chez les apprenants. La deuxième, c'est de s'éparpiller. Donc ça, c'est commun à tous et c'est tout à fait normal. Souvent, on se dit: «Bon, bah, ça y est, j'ai ma cible, je sais à qui je veux parler, j'ai, potentiellement ma charte graphique, en tout cas, je sais ce que je veux dire. Bon, bah, je vais aller sur, TikTok, Instagram, LinkedIn, avoir mon site internet, envoyer des mails». C'est pas possible. D'un point de vue régularité, constance et puis qualité aussi de ce qu'on envoie, c'est pas possible d'être partout. Donc en général, je recommande toujours 3 canaux d'acquisition maximum, donc c'est-à-dire, 3 façons au final de toucher un client, surtout au début. Il vaut mieux en avoir peu et bien les maîtriser que d'en avoir plein et de s'éparpiller et voilà. De toute façon, par exemple, sur les réseaux sociaux, ce qui est le plus important, c'est de poster constamment, d'être régulier. Donc si en final on poste sur, 5 réseaux sociaux différents, je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui a le temps de créer du contenu pour autant de réseaux de façon constante. D'accord, donc 2 conseils hyper intéressants, je prends. Surtout que rien à casse, je vais polluer le web de tout, donc je vais me Oui, concentrer. Bon, je vais viser concentre-toi. LinkedIn et YouTube, C'est ça. déjà, c'est déjà très, très bien. OK, bon, je prends ces infos. Cette nouvelle expérience, elle a eu un impact sur ton parcours professionnel? Oui, énormément Entrepreneurial? parce que, du coup, je pense que ça a été un déclic. Je me suis dit: «En fait, j'adore, être là, donner, de l'expertise, avoir un partage, en fait, avec des d'autres personnes qui veulent se lancer, leur éviter les galères, les mentorer» et c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant, que j'avais même pas envisagé que c'était possible et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, si j'aime déjà ça comme ça pourrait être aussi mon activité principale». Je pourrais réorienter au lieu d'être consultante marketing, stratégique, je pourrais créer moi aussi mon propre accompagnement, et le vendre et avoir aussi mes propres apprenants au final sans passer par Live Mentor. Donc là, c'est ce que je suis en train de créer. Ça a été vraiment un déclic là-dessus parce que j'ai un peu cette impression que depuis que je me suis lancée, en freelance et c'est peut-être aussi d'ailleurs, le résultat de ce parcours, j'ai pas encore trouvé quelque chose qui me passionnait vraiment. Donc certes, le marketing, ça me passionne, mais j'avais pas encore trouvé un secteur, une façon de faire sur lesquelles j'avais envie de me lancer à 100. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs qu'à côté, j'ai pris plusieurs choses et puis aussi parce que j'avais la bande passante. Mais voilà et là, c'est la première fois que je me suis dit: «Mais c'est ça, je me vois faire ça vraiment sur le long terme, sur, 10, 15, 20 ans. Maintenant, il faut que je travaille pour pouvoir le créer ce format et donc c'est ce que je suis en train de faire, en ce moment. Et ce format, il a un nom? Qu'est-ce que c'est, du coup? Bah, du coup, le nom, c'est l'accélérateur freelance. Je suis pas allée chercher très, très loin. Le but, c'est de proposer un programme sur 3 mois où en fait, je viens apprendre, alors ma cible principale, c'est au final les salariés qui se lancent dans le freelancing. C'est les personnes que je veux toucher parce que, bah, j'ai mon expérience là-dessus et je pense que c'est là où j'ai le plus de valeur ajoutée. Et derrière, sur ces 3 mois, je veux leur apporter toute l'expertise dont ils ont besoin en marketing, communication et vente, qui sont au final 3 choses qui m'ont fait défaut à mes débuts que j'ai alors marketing, j'avais déjà donc forcément ça m'a pas fait défaut.
La communication, j'en connaissais quand même pas mal de compétences, mais j'en ai appris plein d'autres parce que, il y a plein de façons de faire au final de nos jours avec le digital. Et la vente, vraiment, je me suis formée sur, le tard au final, en apprenant, en faisant ces 3 ans d'expérience, d'entrepreneuriat. Et je me suis dit: «C'est ça dont les gens ont besoin». Pour se lancer parce qu'en fait sans ça et d'ailleurs, voilà, j'ai interviewé aussi pas mal de personnes dans le cadre de ce programme pour avoir un peu des informations et c'est ce qui revient le plus souvent. On ne sait pas comment, avoir nos clients, on ne sait pas comment communiquer, voilà, il y a pas tout ce cadre-là. Donc le but, c'est d'apporter le plus de clarté là-dessus, des méthodes avec une structure et puis du coaching aussi pour que ça soit pas juste des vidéos à regarder parce que sinon on met rarement en action quand on regarde juste des vidéos. Donc le but, c'est aussi d'avoir du coaching et une messagerie aussi et puis il y a des exercices que j'ai fait moi-même pour chaque, vidéo au final, pour passer à l'action. Non, un programme très, très complet, donc en 3 mois, donc c'est plutôt intéressant. Donc oui, c'est le point d'orgue de toute ton expérience professionnelle. C'est Donc ça. du coup, hyper intéressant de se dire que, bah, en fait, quand on vient échanger avec toi, quand on s'inscrit à ton programme, on obtient de toi, 7, 10, 15 ans d'expérience professionnelle dans ce domaine d'activité. C'est C'est ça. pas, donc d'où le prix peut-être, pour certains, ça peut peut-être être dérangeant d'avoir un prix, plus ou moins élevé. Ce qu'il faut voir, c'est pas uniquement les 3 mois. Ce que tu apportes, c'est des années d'expérience C'est et ça. tes erreurs surtout, ce qu'on nous on va faire en se lançant. Et du coup, quelles sont pour toi les clés essentielles que tu vas transmettre aux freelances pour réussir leur transition, enfin Bah, aux du coup, CDI qui vont passer en freelance? oui, bien sûr. Bah, du coup, le programme est alimenté, en fait, sur, les 3 mois, donc en fait, sont vraiment différents. Le mois 1, c'est ce que j'appelle les fondations, les bases. Donc on va venir justement, bah, choisir une niche, comprendre son client parce que c'est, juste de dire: «Bon, bah, je vais travailler avec, Michel qui a 40 ans et qui est, expert comptable, ce sera mon client». Ça ne suffit pas, ça ne suffit plus, en tout cas de nos jours. Ça l'a été, il y a peut-être 10 ans en arrière, mais c'est plus suffisant. Donc venir, connaître son client par cœur, regarder un petit peu ce que fait sa concurrence parce qu'il faut quand même s'inspirer, jamais copier, mais s'inspirer et puis être au courant de ce qui se fait et ce qui se fait pas aussi. Et puis aussi créer son offre qui est un des éléments les plus difficiles pour un freelance, créer son offre et donc tarifer son offre. Mmh. Ça, c'est tout les ce qu'on apprend sur le premier mois et ensuite le deuxième mois est plus alimenté par la partie communication, donc faire sa charte graphique, choisir des canaux justement sur lesquels on va venir communiquer et commencer à poster et publier. Et le troisième mois est vraiment centré sur la partie acquisition client. Donc là, maintenant que tu as commencé à poster, que tu as commencé à avoir un petit peu de visibilité, bah, comment est-ce que clairement tu récupères de l'argent des clients? Quel est le système qu'il faut que tu mettes en place pour venir acquérir, des leads et donc que ces leads deviennent ensuite tes clients? Et après, j'ai rajouté aussi une dimension qui me paraissait importante. Alors tout le monde n'a pas ça dans son activité, mais c'est la partie fidélisation. Parce que bon, c'est bien d'avoir des clients, mais si derrière ils sont pas contents ou tu peux pas les transformer sur, une partie un peu plus, recurring pour qu'ils reviennent très souvent, c'est dommage. Alors tout le monde ne peut pas faire ça en fonction de l'activité qu'ils proposent, mais j'ai rajouté aussi, ce volet-là. Voilà. Et du coup, tu peux aller aider, n'importe quel type de freelance. Ça peut être, je vais élargir ça peut être quelqu'un qui veut devenir, coiffeur à domicile, quelqu'un qui veut, se lancer dans le marketing digital, tous ces types qui sont quand même différents, ils peuvent venir te voir? Alors, moi j'ai fait le choix pardon, de plutôt m'orienter sur des personnes qui font des services B2B, donc de professionnel à professionnel et plutôt du service que des produits. Parce que je pense que ce que j'ai fait, en tout cas comme la méthode que je propose, elle est plus adaptée pour quelqu'un qui est en prestation de service que quelqu'un qui fait du produit. Et donc là, je cible plutôt tout ce qui est, consultant, coach, copywriter, voilà, des professions plutôt qui ont déjà un petit pied dans le digital. Voilà. D'accord. Les podcasteurs peut-être? Peut-être aussi. Peut-être. Non, en Écoute, vrai, ça rentre dans la ça cible rentre aussi. dedans, hein, Oui, effectivement. ça rentre dedans. Bon, bah, c'est top. Bah, écoute, si j'ai besoin, je t'appellerai, je ferai appel à tes Avec plaisir. services. Je ferai On mes aura recherches. tous besoin de toute façon, hein, de quoi qu'il arrive, être soutenu par quelqu'un, être aidé, c'est toujours important. Tout à fait. On arrive progressivement à la fin de ton épisode. Alors, du coup, on va aller, sur, peut-être les conseils que tu pourrais donner. Je sais pas si tu avais deux, trois conseils, deux, trois éléments incontournables pour réussir en freelance, quels seraient-ils? Numéro 1, c'est au final d'être, ultra, curieux et ouvert et de lire, tout ce que vous pouvez lire et apprendre, hem,
moi, je suis quelqu'un qui lisait beaucoup quand j'étais plus jeune, puis après il y a Netflix qui est arrivé, donc je lisais un peu moins, mais Le satané Netflix. c'est ça. Mais du coup, là, j'arrive plus à lire tous les bouquins que je pouvais lire à l'époque, mais je lis beaucoup de bouquins business, développement personnel, business. Je regarde énormément de vidéos sur YouTube, d'articles de blog. J'écoute pas encore beaucoup de podcasts parce que j'ai pas une mémoire, auditive, donc j'ai besoin de regarder en même temps. Donc je regarde des podcasts sur YouTube. OK, mais ça marche, ça marche. YouTube Voilà, est devenu la première plateforme, américaine, en podcast, donc tu c'est vois? ça, c'est ça et Je je n'ai pas suis la seule. notamment beaucoup d'Américains comme ça parce qu'au final, ils sont très forts dans ce qu'ils font Mmh. et c'est ultra intéressant. Donc vraiment se former un peu en permanence, rester curieux, ouvert. J'ai des newsletters américaines sur lesquelles je suis abonnée. Je regarde du contenu américain, et anglais, enfin anglophone de manière générale. Pour ça me donne déjà des idées de contenu, mais en plus de ça, ça me permet aussi d'apprendre des nouvelles choses, de rester, au courant et au goût du jour. Ça, c'est le numéro 1 et conseil numéro 2, la discipline. Ça paraît très militaire dit comme ça, très carré, mais en fait pour moi, c'est difficile de réussir et de fonctionner et de durer sur le long terme, pardon, quand on n'a pas de discipline. La motivation, ça reste un temps. On est motivé parce qu'on est potentiellement passionné par quelque chose ou parce qu'on se dit: «Waouh, trop bien, sur cette semaine, je vais faire ci, je vais faire ça». Mais la motivation, elle disparaît au bout d'un moment. La discipline, elle reste. Pour avoir cette discipline, en fait, c'est de savoir pourquoi on fait ça. Le pourquoi est très important. C'est vrai qu'au tout début, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, moi, je voyais un peu le pourquoi comme, le truc un peu, que tous les gourous vendent, pas très intéressant, pas utile. Bien sûr. Truc un peu fumeux, quoi. Mais au final, avec le temps et l'expérience, c'est, je pense, la chose la plus importante pour garder la discipline. Après, c'est savoir pourquoi on fait ça. Moi, aujourd'hui, je veux faire ça parce que, je veux accompagner des salariés à se lancer dans le freelancing de manière à ce que ça fonctionne pour eux et qu'ils aient pas toutes les galères que j'ai. Ça, par exemple, c'est une partie de mon pourquoi et c'est ce qui me motive tous les jours à aller, chercher plus, à faire plus, à passer à l'action et je pense que c'est vraiment important, c'est la discipline. Ouais. Bah, tu vois, Rena Cast, je me l'avais pas formalisé comme ça, mais finalement, je sais le pourquoi. C'est exactement la même chose que toi, Et voilà, d'une autre manière, puisque moi, je fais que de expertise. parler avec des gens comme toi, inspirants, Super. et qui peuvent donner des conseils, donc nickel. Donc 2 conseils hyper importants, tu en as d'autres ou si, attends, avant, tu me dis que tu Dis-moi. lis beaucoup, tu Oui. t'inspires beaucoup. Est-ce qu'il y a un livre de référence que tu voudrais, donner, enfin donner, si tu devais le donner, à ton entourage, ce serait lequel? Et bah, écoute, j'ai comme tu disais, là, je lis beaucoup de livres plutôt business, et je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui, au final, ne délivrent pas forcément la promesse que j'attendais et le livre qui m'a le moins déçu, que j'ai trouvé vraiment incroyable, qui m'a le plus apporté aussi, c'est au final le livre de Alex Hormozy. Alex Hormozy qui est un grand entrepreneur, bon américain, voilà et son livre qui est, «L'offre à 100 millions de dollars» est génial. Vraiment, c'est une masterclass de marketing, il y a tous mes cours de marketing, en un livre et tout ce que j'ai appris ces dernières années en un livre, en tout cas sur la partie offre. Donc vraiment ça vaut le coup, je crois que c'est, 20 €, quelque chose comme ça et si alors après la la façon d'écrire est particulière, il faut aimer. C'est très américain donc c'est écrit pour qu'en fait un enfant de 5 ans puisse comprendre. Donc voilà, il faut, Du heu, il faut du coup, pouvoir, tout le monde peut lire ce comprendre, c'est bien, c'est oui, bien. voilà. C'est à la portée de Mais tout le monde. vraiment c'est Je mon livre de référence. Eh ben, écoute, je le mettrai dans les notes de l'émission, comme quoi que tu, le recommandes à tout le monde pour commencer peut-être ou en tout cas bouger les neurones et se donner l'envie de passer à l'action comme tu le dis, super bien. Hem, Avec le recul, quels ont été tes plus grands défis, ceux que tu as dû surmonter et comment tu l'as fait? C'est une bonne question. Mmh, je pense que le plus gros défi au final, ça a été de trouver ce que je voulais faire vraiment et ce que j'aime faire. J'ai tâtonné pendant pas mal de temps et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait faire toutes les erreurs à côté que j'ai faites, qui sont de pas aller chercher de clients de moi-même parce que les clients viennent rarement tout seuls vers toi, de pas, être que sur Malte, d'être aussi visible, de commencer à poster du contenu. En plus, j'adore écrire donc j'aurais dû faire ça bien plus tôt. Toutes ces choses-là, en fait, elles découlent que du fait que j'avais pas encore trouvé, ma voie au final. Et je pense que ça a été mon plus gros défi et j'ai pas de conseils sur le fait de comment on la trouve parce que moi je l'ai un peu trouvé par hasard, mais enfin par hasard, oui et non, parce que j'ai postulé à cette offre d'emploi Voilà. certes,
Mais j'avais pas idée derrière que ça allait amener ça. Donc, je sais pas si j'ai répondu correctement. C'est ta réponse, elle est très bien. Moi, j'ai rien à dire sur toi, hein. C'est ce qui m'intéresse, c'est comment quelqu'un, dans ton cas, a pu surmonter des défis, s'il y en avait. Des fois, il y en a pas, hein, et moi, ça me convient en tout cas. Et bien, avant-dernière question, Dis-moi. si tu pouvais remonter le temps, croiser la jeune Laurie avant tout ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de faire exactement ce qu'elle a fait et juste, bah, voilà, de suivre, son instinct, sa façon de voir parce qu'au final, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai fait sont ce que je suis aujourd'hui. Donc si j'avais encore quelque chose à refaire, je referais certainement de la même façon et c'est pas grave et c'est OK. OK, c'est beau, top. Merci Je beaucoup. m'émeus moi-même, je Ouais, je m'émeus. vois, je vois. Mais c'est bien, c'est propre. C'est nickel. Allez, avant de se quitter, une question que je pose maintenant à tous, nos intervenants. Si via le podcast, Mmh. des gens se sont dit: «On veut absolument travailler, avec, Laurie, dans son programme, Devenir l'accélérateur freelance», comment on fait? Et puis, est-ce que tu peux peut-être proposer une petite offre pour, tous ceux qui viendraient te voir avec, comme mot d'ordre Renacast, ou je sais quoi, quelque chose que tu me donnerais, que je mettrais dans les notes de l'épisode pour qu'ils te contactent et qu'ils commencent à travailler avec toi? Bah, bien sûr, avec plaisir. Bon, on en reparlera si tu veux après, mais avec plaisir, on peut avoir le Renacast comme le mot, le mot qui permet d'avoir un discount Ouais. et pour me trouver, de toute façon, c'est simple, mon acquisition, elle est que sur LinkedIn, donc c'est, bah, Laurie Charbonnier sur LinkedIn et venez à moi comme ça. Eh ben, écoute, je mets évidemment les liens dans les notes de l'épisode. Ça marche. Merci beaucoup Laurie, Plaisir. épisode passionnant. Ton parcours, c'est un véritable guide, hein, pour tous ceux qui rêvent vraiment, de quitter le salariat, mais qui hésitent encore. Tu as fait des choses, tu as l'impression de n'avoir rien fait, mais finalement, c'est beaucoup ne le font pas en tout cas. Ton C'est expérience, vrai. elle montre que le freelancing, c'est pas seulement une alternative ou c'est une opportunité incroyable, et savoir saisir les opportunités, ça permet de s'épanouir également, de créer son propre business, de Mmh. gérer son temps comme on l'entend, de gérer son image également, c'est hyper intéressant. Alors, si vous nous écoutez, si vous sentez, un appel à l'indépendance, si vous sachez que vous êtes pas seul, Laurie peut venir vous aider. Allez vous former, entourez-vous, des bonnes personnes comme tu l'as pu le faire. Entourez-vous et osez croire en vous, en vos valeurs. Et puis, la seule chose à faire, c'est de faire le premier pas, se lancer, puis finalement façonner son avenir. Merci Laurie, et je te souhaite, une belle continuation. Puis on se recroisera, je te donne rendez-vous peut-être dans 2 ans pour qu'on discute des nombreux autres projets que tu auras peut-être lancés d'ici là. J'espère que c'est bon, ça va se calmer là. Et bien, on verra ça dans 2 ans. Merci Merci beaucoup beaucoup. Nicolas, en tout cas Passe de une bonne m'avoir journée. reçu. Merci. C'est moi. À bientôt enfin. À bientôt. Ciao, bye bye. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir Renacast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.